Hey! Dites-moi, c'est quoi un atome? On a tous déjà vu cette représentation de l'atome au moins une fois dans notre vie. Et si je vous disais qu'elle est fausse? Bon, c'est pas que c'est complètement faux, mais c'est pas non plus tout à fait correct. Vous vous demandez ce qu'est un atome? De quoi est-il composé? Un peu de sucre en poudre? Non! On va répondre à ces questions à travers l'évolution historique du modèle atomique. À la fin de cette vidéo, vous pourrez expliquer ce qu'est un atome à vos parents, vos amis, votre facteur, votre chat en seulement 4 minutes 30. Allez, c'est parti! L'atome est le constituant élémentaire de la matière. Son nom vient du grec atomos qui signifie insécable, qui ne peut pas être divisé. I am invincible! Invincible! Tout commença à l'Antiquité avec Démocrite. Il avait une vision avant-gardiste puisque pour lui, la matière est faite de particules indivisibles. Au contraire, le philosophe grec Aristote pense que la matière peut être divisée et résulte de la combinaison des 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Big. Bada big boom. Mais ces théories philosophiques ont été mises de côté pendant longtemps. Très longtemps. 2000 years later. John Dalton, chimiste et physicien britannique, alias le thug ou le badass, a repris la théorie de Démocrite en apportant certains postulats. La matière est constituée d'atomes. Les atomes d'un élément sont identiques. Les atomes d'éléments différents ont des masses différentes. Quant à la réaction chimique, les atomes et molécules se réarrangent entre eux pour donner de nouveaux composés. On va se focaliser sur la combustion du carbone par exemple. Je crame tout, moi. Ma ferme, la sienne, celle des autres, le château, je flambais la moitié de la Bretagne. Si on a une quantité donnée d'atomes de carbone, il en faudra la moitié en dioxygène pour former du monoxyde de carbone CO. Et ce qui est intéressant, c'est que si le carbone et le dioxygène sont en proportion égale, on obtiendra une autre molécule, le dioxyde de carbone CO2. Waouh! Mais c'est fou de découvrir ça à l'époque. Mais je ne comprends pas comment les atomes et molécules interagissent entre eux. T'inquiète, paupiette, c'est une particule, l'électron, qui va permettre ces réactions chimiques. Mais d'où vient cet électron? C'est le physicien Thomson qui met en évidence la présence de l'électron au sein de l'atome. Il en déduit sa vision du modèle atomique appelé plum pudding ou pudding au raisin en anglais. Dans ce modèle, les charges positives, appelées protons, sont réparties uniformément dans l'atome. Les électrons de charge négative, quant à eux, sont localisés à des endroits bien précis, tels des raisins. Son élève doctorant Rutherford a voulu vérifier ce modèle avec une expérience comprenant une feuille d'or traversée par des particules alpha chargées positivement. En se basant sur le modèle de Thomson, on s'attend à ce que les particules alpha traversent toutes les feuilles d'or. Petite rectification, on s'attend à ce qu'elles les traversent de façon rectiligne. Rutherford constate effectivement que la plupart des particules alpha traversent les feuilles d'or, mais certaines d'entre elles sont déviées. Cette déviation signifie que la répartition de charges positives est concentrée dans un volume réduit et que l'atome est constitué principalement de vide. Ainsi, il en déduit le modèle atomique suivant. Les protons sont localisés dans le noyau, qui est 100 000 fois plus petit que l'atome, et les électrons gravitent autour de ce noyau. Ah ouais, d'accord. Mais comment expliquer le fait que les électrons ne s'écrasent pas sur le noyau? C'est vrai, leur rotation devrait leur faire perdre de l'énergie jusqu'à ne plus en avoir, et ainsi s'écraser sur le noyau. Mais en réalité, Niels Bohr explique que la gravitation des électrons se fait via des orbites, tel le mouvement des planètes autour du Soleil. C'est un modèle efficace fondé sur la notion de couche électronique, pratique pour étudier les propriétés des éléments chimiques, mais pas tout à fait correct d'un point de vue physique. Eh ouais, ceci n'est pas en accord avec le principe d'incertitude d'Heisenberg. Say my name. Bon, pour faire simple, on ne peut pas déterminer simultanément la position et la vitesse d'une particule. Avec l'essor de la physique quantique, le modèle précédent sera mis de côté en laissant place à une approche probabiliste. Ça va mal tourner, cette histoire. Pauli, Bohr et Schrödinger vont alors introduire une nouvelle notion. Il s'agit d'une région de l'espace où la probabilité de présence de l'électron est élevée. On parlera alors de nuage électronique qui aura différentes formes en fonction de la nature de l'orbital. 1s, 2s, 2p. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Ça y est, tu peux expliquer ce qu'est un atome? En résumé, c'est un élément qui comprend un ou plusieurs protons concentrés dans le noyau et des électrons en périphérie. Comme l'atome est neutre, il y aura toujours autant de protons que d'électrons. Il y a également une troisième particule dont on n'a pas parlé et qui se trouve dans le noyau. Il s'agit du neutron. C'est une particule qui a été découverte par Chadwick en 1932. On verra ultérieurement l'importance de ce neutron. Enfin, ce schéma n'est pas représentatif de la réalité puisque les électrons ne gravitent pas sur des orbites, mais on retiendra la notion d'orbital atomique qui est une probabilité de présence de l'électron.